Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 23 août 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vais vous lire deux tout petits passages tirés de cette biographie consacrée à Charlotte Delbo par Violaine Jelly et Paul Grade-Vol. Mais un mot avant. Hier, mon ami F me posait deux questions. La première, il me demandait si les nombreuses scènes de violence policière auxquelles j'ai assisté tout le long du printemps et de l'été 2012 étaient concertées. Et j'ai déjà dit par ailleurs que c'était les manifestantes qui étaient particulièrement ciblées. Et il me demandait si, selon moi, c'était planifié, si c'était une stratégie en haut lieu. D'après moi, non. Mais pendant plusieurs semaines, dans les rues de Montréal, les policiers ont vécu, ont appliqué l'usage de la force comme s'ils vivaient dans un état de non-droit. Tout leur était permis. Ici, je fais une petite parenthèse à cet autre ami, elle, qui lui a été témoin d'une scène de violence policière particulièrement brutale, où un policier a littéralement chargé avec sa bicyclette soulevée, avec la roue de sa bicyclette soulevée, il a chargé au visage un manifestant qui a été, euh, qui a été blessé et qu'on n'a plus revu par la suite et qui a été terrorisé à l'idée de porter plainte. Porter plainte contre la police, ce n'est pas évident. Et quant à moi, j'ai déjà dit que l'une des raisons qui ont fait de moi un activiste et un militant, c'était cette violence qu'on a fait subir à la jeunesse, à une partie de la jeunesse québécoise. Violence symbolique, violence médiatique, violence psychologique, violence morale et violence physique. J'ai mis du temps à réaliser que j'avais été en quelque sorte profilé par la police. Qu'un homme de 50 ans passe ses soirées à manifester avec parfois une petite poignée d'activistes dans la petite vingtaine, cela peut être étonnant. Et maltraiter ou insulter une jeune femme ou un jeune homme dans la petite vingtaine, c'est tout autre chose que de s'en prendre à un libraire établi, à un libraire dans la cinquantaine, à un libraire établi dans un quartier universitaire. Le poids n'est pas le même. Alors, je n'ai jamais été inquiété tout au long de cet été-là. Alors aussi, et je vous ai dit aussi que j'avais été témoin de dizaines de comportements erratiques, pour le moins, de la part des policiers. Et également, j'ai été témoin de deux actes répréhensibles, on va dire, de la part des manifestants. Deux. J'ai vu un jeune homme lancer une brique dans la vitrine d'une banque et j'ai vu une poubelle incendiée. Rien à voir avec les nombreuses scènes de brutalité policière dont j'ai été témoin. Cet ami, Franck F, me posait également la question si, si c'était concerté donc de la part des autorités la violence à l'égard des manifestantes. Je lui ai dit que d'après moi, non, mais j'émettrais par exemple ici la théorie suivante, l'hypothèse suivante. Je n'ai pas vu aucun acte de brutalité policière commis par des policières. Et j'émettrais l'hypothèse suivante, que beaucoup de policiers supportent mal la présence de leurs confrères féminins et que leur misogynie rentrée ou non avouée a trouvé un exutoire lors des manifestations du printemps et de l'été 2012, qu'enfin, ils ont pu se défouler sur d'autres femmes
comme ils en avaient envie. Je n'ai pas entendu aucune policière insulter ou faire preuve d'agressivité à l'égard des manifestants. Oui, je sais, 728 est, est bien connu maintenant. Mais est-ce possible qu'au fond, 728 a surenchéri parce qu'elle avait tout simplement envie d'être un homme comme les autres? Et que d'une certaine façon, inconsciemment, 728 s'est défendu de la misogynie de ses collègues en surjouant le comportement agressif de certains mâles. Ce n'est qu'une hypothèse. Et puisque nous sommes dans la misogynie ordinaire ou dans l'incompréhension à l'égard des femmes ou de la pensée des femmes, ce que nous disent entre autres les biographes de la biographie de Charlotte Delbo, c'est que son œuvre n'a pas reçu la même réception que Robert Antelme, Primo Levi, Elie Wiesel, ou tous ceux qui ont écrit sur les camps, parce qu'elle est une femme. Je vais vous lire le petit passage ici. Il existe une autre explication au silence qui entoure l'œuvre de Delbo, plus compliquée à défendre parce que sans doute plus inconsciente que la précédente, ce qui ne l'empêche pas d'être vraisemblable. L'hypothèse que nous formons est que Charlotte Delbo est moins lue parce qu'il s'agit d'une femme. Si l'on peut lire plus facilement les témoignages d'hommes, serait-ce que parce que ces derniers sont par essence des guerriers. En combattant, ils ne font que leur devoir d'hommes. Mais imaginez que leur sœur, leur femme, leur mère aient pu endurer de telles souffrances sans qu'ils aient pu rien faire. À quelle culpabilité masculine inconsciente les textes de Delbo renvoient-ils? Il ne faut pas oublier non plus le machisme ambiant. On sait aujourd'hui, nous l'avons vérifié avec les femmes du convoi du 24 janvier 1943, que rien dans la résistance française n'aurait été possible sans elles. Elles étaient à tous les niveaux de responsabilité. Marie-Madeleine Fourcade, dite le Hérisson, dirigeait le réseau gaulliste Alliance, fort de 3000 hommes. À tous les niveaux de danger. Madeleine de Chavassine, chimiste, fabriquait des explosifs pour les FTP, exactement au même titre que les hommes. Dans la résistance armée, elles ont été des agents de liaison sans lesquels rien n'aurait été possible. Dans la résistance civile, elles furent les chevilles ouvrières des caches, des distributions des tracts de ravitaillement. Pourtant, 15% seulement des résistants homologués sont des femmes. Sur 1036 compagnons de la libération, 6 sont des femmes. Et elles représentent 10% des médaillés de la résistance. Les hommes seraient des héros, les femmes seraient des victimes, ou bien des martyrs comme Daniel Casanova ou Bertie Albrecht, ou encore des femmes amoureuses comme Lucie Aubrac. Mais dans quel camp ranger les femmes de Delbo? Elle propose une vision du monde concentrationnaire, vécue par les femmes qui ont eu une expérience différente de celle des hommes. Aucun d'entre eux n'a raconté, n'a vécu cette douloureuse et inespérée tendresse qui se dégage de ses écrits. Aucun d'entre eux n'a raconté, avec la simplicité de celle qui n'a pas peur des mots, le détail de l'avilissement du corps. Beaucoup parlent à notre émotion, à notre intellect. Aucun, comme elle, ne s'adresse à nos sens. Ce faisant, le témoignage de Charlotte atteint l'universel, ce qui permet à Reti Pan, l'écrivain et cinéaste cambodgien qui a vécu à 13 ans l'horreur des camps de la mort Khmer Rouge, de reconnaître que leur sort respectif, à lui le petit garçon cambodgien et à elle la française résistante, sont des destins frères. Il écrit ainsi, près de 30 ans après la mort de Delbo, « J'aurais voulu la connaître,
la filmer. J'aurais voulu faire un portrait d'elle. Je crois que sa présence m'aurait encouragé. Et bien voilà, tout au long de ce printemps et de cet été, les femmes furent au cœur de ce mouvement québécois. Elles en ont été le levain, la puissance. Elles en ont été l'énergie. Et croyez-moi, beaucoup d'entre elles ont fait preuve de beaucoup de cran, de beaucoup de courage, de beaucoup d'honnêteté. Ça a été pour moi un honneur de marcher avec elles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. L'été vous plaise, abonnez-vous. Ma librairie, vous savez c'est où? Le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges. Vous pouvez devenir un ami militant, un ami lisant, comme bon vous semble, en vous joignant à ma page. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. Merci et bonne journée à tous.